Radio Clamart. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale du Cri du Grizzly sur Radio Clamart. Nous recevons donc aujourd'hui pour cette émission spéciale Jean-Didier Berger. Jean-Didier Berger, bonjour. Bonjour. Jean-Didier Berger qui donc est en quelque sorte le patron de l'UMP sur Clamart, candidat au municipal en 2008. Et peut-être candidat en 2014, nous ne le savons pas encore. Et donc nous le recevons dans une actualité donc politique extrêmement chargée. Nous sommes à 4 jours du second tour de l'élection présidentielle. Et donc voilà, l'émission va se diviser en deux temps. Une première partie d'abord sur Clamart, les projets clamartois, l'actualité clamartoise. Et une deuxième partie après une coupure musicale sur l'actualité nationale qui mérite d'être largement abordée aujourd'hui. On aura une petite interview de Florent aussi. Et une petite interview de Florent entre les deux pour faire la mi-temps. Victor, vas-y, je te laisse la parole. Commence donc avec l'actualité clamartoise. Voilà, donc on va commencer par l'actualité clamartoise parce que vous êtes quand même sur Clamart. Donc quels seraient vos grands projets si vous étiez maire de Clamart? Donc si vous êtes élu en 2014, quels seraient vos grands projets? Écoutez, je pense que la première chose que nous ferons, d'abord merci de m'accueillir, je suis ravi d'être parmi vous. La première chose que nous ferons, c'est de faire un audit sur les comptes de la mairie pour mettre tout ça au clair. Et puis également un audit organisationnel, puisqu'il y a beaucoup de dysfonctionnements au niveau des services communaux, parce que je pense qu'il y a une mauvaise gestion, une mauvaise organisation, un manque d'impulsion au niveau de l'équipe municipale. Donc on remettra évidemment tout ça à plat pour pouvoir proposer des choses nouvelles à toutes les Clamartoises et à tous les Clamartois. D'accord. Et sur les grands projets, véritablement, par exemple, de construction, de logements sociaux, etc. Alors sur la politique du logement, nous on s'inscrit dans une politique qui est complètement différente de celle qui est menée aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une politique du tout social qui est menée, en partant du principe qu'il y a de la demande, il y a des demandeurs de logements sociaux, et que donc tant qu'il y a des demandeurs, il faut construire et construire encore du logement social. Moi, j'ai absolument rien contre le logement social, à condition que ça s'inscrive dans une politique équilibrée et qui permette aux gens d'avoir un véritable parcours résidentiel. Aujourd'hui, l'équipe qui est en place à Clamart pense que le logement social est une fin en soi. Moi, je pars du principe que le logement social, ça doit pas être un but, ça doit être un tremplin vers autre chose. Ça doit être la première marche d'un parcours qui permette aux gens ensuite de louer dans des logements intermédiaires, dans le privé, et éventuellement de devenir propriétaire d'un appartement et mieux encore d'un pavillon ou que sais-je encore. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de faire un peu de logement social, mais aussi du logement intermédiaire, du logement en accession sociale à la propriété, et puis d'avoir une politique beaucoup plus volontariste sur l'entretien du patrimoine et faire en sorte que tout ça se fasse dans une architecture et dans un urbanisme qui soit beaucoup moins cubique qu'aujourd'hui, beaucoup moins caricatural, j'allais dire, et donc voilà, de faire une ville équilibrée qui corresponde beaucoup mieux au caractère de Clamart et qui soit en harmonie et qui offre un cadre de vie agréable. D'accord. Et sur la ligne à haute tension qui n'a pas été enterrée, où on a eu par exemple il y a quelques temps tous les arbres qui ont été rasés, qu'est-ce que vous allez faire dessus? Est-ce que vous allez l'enterrer ou pas? Alors ça, c'est très clair. Nous, on est favorable à l'enfouissement, et donc on pense qu'il faut que la ville prenne ses responsabilités. On ne peut pas attendre tout de l'État. Il faut à un moment donné être pragmatique et considérer que cette ligne qui, si on ne fait rien, ne sera enterrée que dans 50, 60, peut-être plus, 80 ans, on ne peut pas se permettre d'attendre. Il faut participer financièrement à l'opération, déjà ne serait-ce que financer les études qui coûtent un pourcentage très très modique du coût de travaux, pour déjà ne serait-ce que savoir combien réellement ça coûterait de l'enfouir. On ne peut pas se permettre d'avoir à nouveau un massacre de la forêt comme on l'a subi sans que personne ne fasse rien, et puis avoir cette ligne à très haute tension qui surplombe une partie des habitants de Clamart, le collège des Petits Ponts, qui passe à côté de l'hôpital Béclair et qui va jusqu'au conservatoire. C'est-à-dire, quand on est entre le conservatoire et le tennis, il suffit d'écouter le bruit que font ces lignes à très haute tension pour se poser quand même quelques questions. Je pense que c'est un impératif de santé publique. On ne sait pas s'il y a un risque ou pas. Il y a des études très contradictoires, mais je pense que le principe de précaution devrait nous amener à mener une action très énergique et très volontariste. D'accord. Et sur la voirie, parce que par exemple, il y a certaines rues, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a des rues qui ont été, par exemple, avec l'année dernière, avec vraiment la neige qu'il y a eu, cette année encore avec la vague de froid,
des rues qui sont par moments dans un piètre état et d'autres qui sont très bonnes. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vraiment tout harmoniser? Alors ça, c'est fondamental. D'accord. Excusez-moi, à peu près dans un laps de combien de temps après votre élection, si vous étiez élu? Alors évidemment, tout ne se fait pas en un jour, mais moi je me bats depuis plusieurs années maintenant pour que le budget de voirie augmente à Clamart, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de kilomètres de voirie. On ne peut pas se permettre de continuer comme on le fait aujourd'hui, à n'entretenir qu'une rue ici ou là, dans tel ou tel quartier. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est de la politique gadget, c'est les chicanes, c'est la réfection un peu de trottoir, mais il y a vraiment une politique de fond à mener. La politique d'enfouissement des réseaux, la politique de réfection des rues, d'harmonisation, et il faut que ce soit beaucoup plus ample qu'aujourd'hui. On ne peut pas se permettre encore d'avoir les fils électriques qui pendouillent de part et d'autre de nos rues. Je veux dire, la qualité de vie dans une commune, c'est aussi l'entretien et la réfection des voiries. Quand je vais dans les conseils de quartier, les bilans de quartier qui sont faits chaque année, et que je regarde quelles sont les rues du quartier qui ont été refaites, souvent il y en a une, deux, voire pas du tout. C'est pas possible, quoi. Ou juste un bout de trottoir. Il y a un moment donné où il faut que ça soit beaucoup. Sinon, ce qui se passe, c'est que on prend du retard. Là, depuis 10 ans, on a pris un retard colossal, et donc il va falloir le rattraper. Et donc on mettra le paquet. Aussi parce que il y a des investissements quand on dirige une mairie. Il y a des investissements. Une fois qu'ils sont faits, ils sont coûteux en fonctionnement. Quand on fait, par exemple, un équipement public qui demande d'avoir du personnel communal, qui demande du budget en coût de fonctionnement, voilà, on dépense une certaine somme en investissement et ensuite il faut mettre de l'argent en fonctionnement. Quand on refait une voirie, non seulement ça ne crée pas de coût de fonctionnement ensuite, mais en plus on peut même faire des économies parce que c'est plus facile à entretenir, c'est plus facile à gérer, et donc c'est un investissement qui est doublement utile. Très bien. Et juste une dernière question véritablement sur Clamart, sur la voirie. C'est par exemple, est-ce que vous seriez favorable à faire une demande de mettre des radars comme ça a été fait dans le quartier de Percy? Parce que sur certaines rues, comme par exemple je pense à l'avenue Victor Hugo, où il y a des bus et des voitures qui vont à bien plus de 50, 60, voire même parfois 80 km/h, alors même que c'est à côté d'écoles par exemple du parc Maison Blanche, ça peut être très dangereux. Est-ce que vous seriez favorable à cette mesure? Alors, moi je suis pas du tout pour une politique anti-voiture telle que celle qui est menée aujourd'hui, que ce soit à Clamart ou dans d'autres villes. Moi je pense que chaque famille a aujourd'hui 1, 2, parfois 3 voitures, parce que comme 80% des franciliens, il n'y a pas assez de transport en Ile-de-France. Donc toutes les familles sont obligées d'utiliser la voiture, parce que c'est très difficile d'emmener les petits à l'école ou au sport sans se déplacer, surtout qu'à Clamart, c'est effectivement très... Il y a beaucoup de différences, voilà, de pentes. Donc il faut absolument qu'on arrête cette politique anti-voiture, de suppression des places de stationnement et de verbalisation massive telle que celle qui est engagée aujourd'hui. Il est certain que la sécurité des piétons et même des automobilistes est une priorité, mais il y a d'autres moyens que la verbalisation sans cesse pour y parvenir. Et j'ajoute que vous me demandiez, au niveau des grands projets sur la commune, quelles seraient nos priorités. La sécurité routière, d'une part, mais surtout la sécurité de façon générale, au niveau de la délinquance de rue notamment, sera véritablement une priorité pour tous les quartiers, parce qu'aujourd'hui, il y a d'énormes problèmes qui se posent, et on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. D'accord, donc, mais sur la question véritablement des radars, parce que là, c'est vrai que, par exemple, moi j'habite, et j'ai d'autres amis qui habitent sur l'avenue Victor Hugo, et par endroits, même les bus qui quand même ne doivent pas aller super vite, vont véritablement, pour un bus, 70 km/h, mais il y a des voitures de temps en temps qui passent véritablement à 80 km/h. Là-dessus, donc ça a un risque à la fois, même pour la voirie, parce que c'est très vite usé, et en plus, c'est une nuisance sonore, et même pour les gens qui passent. Est-ce que là-dessus, vous feriez quelque chose ou non? Alors, moi, je suis tout à fait favorable au fait de trouver des solutions pour faire réduire la vitesse quand ça s'impose, mais il y a d'autres solutions
que les radars fixes, parce que d'ailleurs, souvent un radar fixe permet de ralentir vraiment très très ponctuellement la vitesse, et ensuite une fois que les automobilistes ou les bus ont passé le point fatidique, ils se remettent à rouler plus vite. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut équiper la police municipale de radars et demander à la police municipale, à la police nationale, de renforcer éventuellement ces contrôles, et aussi de mettre par des obstacles physiques, des ralentisseurs, ce genre de choses, ou d'aménager la voirie pour qu'à certains endroits elle soit rétrécie, ou qu'elle fasse une légère chicane pour obliger les automobilistes à ralentir. Voilà, il y a plein de façons de gérer ce problème sans se focaliser sur une seule solution. D'accord, très bien. Donc là, on va passer plutôt à l'actualité de Mono. Donc cet hiver, il y a eu une très forte mobilisation de tous les lycéens contre la fermeture des classes de STG. Mais on ne vous a pas vu, contrairement à par exemple à Philippe Kaltenbach ou aux élus du Front de gauche et des Verts, véritablement avec, pendant les blocus, des lycéens. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu ? Alors moi je vais vous dire sur cette affaire, d'abord à la région, je suis conseiller régional également, et je fais partie de la commission des lycées, donc je connais bien cette problématique. Et je dois dire que j'ai été assez surpris de la façon dont ça s'est passé. Parce que j'ai bien vu effectivement, comme vous l'avez dit, les uns et les autres rappliquer pour faire de la récupération politicienne, essayer d'être présent pour se montrer, pour être sur les photos, surtout quand il y avait le Parisien qui était là. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de régler le problème durablement. Parce que les lycéens se sont mobilisés, les familles se sont mobilisées, les équipes pédagogiques se sont mobilisées. Et vous avez obtenu ce que vous vouliez. Moi, j'avais rien contre ça. Simplement, on vous a demandé de choisir entre deux mauvaises solutions. On vous a demandé de choisir entre avoir la filière ou avoir la classe de seconde nécessaire. Donc on vous a demandé de vous couper le bras droit ou de vous couper le bras gauche. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en Ile-de-France, et notamment à Clamart, on puisse accueillir tous les élèves de secteurs qui devraient pouvoir être accueillis. En région Ile-de-France, il y a 10% des lycées, 10%, c'est quand même énorme, qui sont en sureffectif. C'est-à-dire qui accueillent déjà plus d'élèves que ces lycées n'en ont la capacité. Et Clamart fait partie de ces lycées en sureffectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une collectivité, c'est la région, qui partout en France est censée prévoir le nombre de classes nécessaires pour pouvoir, et de réfectoires, et de salles pour étudier, etc., en nombre suffisant. Et ces gens, depuis un certain nombre d'années, ont été incapables de prévoir ce qu'il fallait prévoir. Alors que, je veux dire, les élèves qui arrivent au lycée, ils ont été avant au collège, avant à l'école primaire, donc on a quand même des possibilités de calcul relativement simples. Et là, le problème se pose depuis maintenant, ça va faire 3 ans, on se retrouve toujours sans solution. Pourquoi ? Parce qu'il y a des années et des années qu'un nouveau lycée dans le secteur doit être construit, qui a été promis lors de multiples campagnes électorales, et on l'a toujours pas. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est que vous soyez plus obligés de faire des manifestations pour obtenir de vous couper le bras droit ou de vous couper le bras gauche, mais que vous puissiez avoir vos 2 bras, parce que c'est plus pratique pour étudier. Et surtout, non mais blague à part, moi je connais des familles qui sont obligées de gérer cette situation parce qu'ils sont du secteur, elles sont du secteur, mais leurs enfants n'ont pas la possibilité d'aller à Mono. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est obligé de les envoyer dans tous les lycées du secteur. Et ça veut dire 3/4 d'heure éventuellement de transport le matin, 3/4 d'heure de transport le soir. Je ne crois pas que pour passer le bac, ce soit vraiment les meilleures conditions possibles. Mais vous ne pensiez pas, parce qu'il y avait eu, on a déjà entendu plusieurs fois des projets, par exemple d'agrandir le lycée, ce ne serait pas vraiment, par exemple, rajouter, parce qu'il y a toute une partie de parking, si on construisait un bâtiment dessus, si c'est constructible, parce qu'il y a un endroit où ce n'est plus constructible, ce ne serait pas aussi une solution ? Alors, nous, on a, à la demande du groupe UMP auquel j'appartiens, à la région, on a obtenu qu'un groupe de travail sur la rénovation, la reconstruction des lycées soit mis en place, déjà pour comprendre pourquoi il y avait un tel retard. Donc ce groupe a rendu des conclusions, et là maintenant on se bat pour que ces conclusions soient mises en œuvre. Et la nouvelle chose qu'on a demandé, c'est effectivement, que ce soit pour Clamart ou pour toute la région, d'avoir un état des terrains, du foncier disponible, pour voir de façon très précise ce qu'il convient de faire au cas par cas. Parce qu'il y a des lycées
dans lesquels il y a trop de places, des lycées qui n'attirent pas assez d'élèves, et il y a des lycées comme celui de Clamart qui sont complètement saturés. Donc il y a une réflexion qui est engagée, qui va permettre de lancer un nouveau plan pluriannuel d'investissement pour les lycées, et donc on va être très très attentif au sort qui va être réservé à notre lycée, évidemment. D'accord, très bien. Donc une dernière question sur Mono. Donc il y a eu un mois, je crois bien à peu près, il y a eu une rixe assez violente devant Mono. Mais qu'est-ce que vous, par exemple, vous pourriez proposer pour empêcher que ça se reproduise? Alors, on parlait tout à l'heure de la sécurité. Moi, j'ai entreaperçu l'extrait où vous posiez la question à M. Kaltenbach. Et sa seule réponse était de dire « mais ça, c'est du domaine du lycée » ou alors « ça, c'est du domaine du commissaire ». Il faut savoir que le maire a, en matière de sécurité, des droits et des devoirs. Le maire, c'est un personnage fondamental en matière de sécurité. Donc, il se doit de prendre ses responsabilités. Si je suis élu, si les Clamartois m'en donnent mandat, nous mettrons immédiatement en place une police municipale, pas une garde communale qui est censée mettre des PV toute la journée à ceux qui dépassent de 5 minutes le temps de stationnement, une police municipale avec de vrais policiers qui permettent de régler ce type de situation et qui se déplacent très vite dès que le besoin s'en fait sentir, et également qui soient dotés d'un système efficace de vidéoprotection qui permette de repérer. Ça n'évitera pas tous les problèmes, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais ça permettra de dissuader, ça permettra éventuellement d'éviter des erreurs judiciaires, ça permet aussi d'innocenter des gens qu'on peut accuser à tort, et puis ça permettra surtout de repérer les éventuels fauteurs de troubles et de les retrouver, parce qu'on aura notamment des caméras aux entrées et aux sorties de ville, donc si ce sont des gens qui viennent d'autres communes, on verra déjà d'où ils sont arrivés, et ça permet aussi quand même de prévenir et d'éviter que les choses se reproduisent. Une dernière question sur la sécurité. Il y a eu pratiquement une polémique autour du fait qu'il y ait de moins en moins de policiers sur Clamart. Donc M. Kaltenbach nous avait dit qu'il avait fait une pétition au ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de policiers à Clamart? Est-ce que ce ne serait pas plus utile de faire justement faire venir de la police nationale plutôt que créer une police municipale? Alors moi je vais vous dire, je suis fondamentalement, je pense que la sécurité est du domaine de l'État. Parce que ça fait partie de ses compétences régaliennes et il est important que l'État soit impliqué. Moi, je connais le commissaire de Clamart, il fait un excellent travail, mais évidemment, les ressources de l'État ne sont pas sans limite. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, il y a moins de policiers dans le commissariat de Clamart, mais aussi parce que la police est organisée de façon différente. Aujourd'hui, la police, elle est organisée à l'échelle du Grand Paris. Et donc l'idée, c'est que plutôt que d'avoir, quand il ne se passe rien quelque part, un nombre de policiers toujours fixe, qu'il y ait un certain nombre de policiers qui soient mobiles et qui puissent, quand il y a un point chaud, intervenir encore beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que sur la circonscription, vous savez qu'au niveau du commissariat de police, le commissariat de police, qui est à Clamart, mais couvre 2 villes, Clamart et le Plessis-Robinson. Au Plessis-Robinson, il y a des résultats en matière de lutte contre la délinquance qui sont beaucoup plus performants qu'à Clamart. Pourquoi? Alors que c'est le même commissariat, que c'est les mêmes équipes, que c'est le même commissaire, tout simplement parce qu'il y a une police municipale de plus d'une vingtaine de personnes qui tournent 24 heures sur 24, qui se déplacent très rapidement, qui a des outils efficaces et qui sont en train de mettre en place une politique de vidéosurveillance. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble et c'est aussi un climat qu'il faut surveiller. Et si un certain nombre de groupes qui sentent qu'il y a du laxisme, qui sentent qu'il y a de l'impunité et qui sentent qu'on peut se permettre de commettre tout un tas de petits délits, de petites incivilités, voire plus, voire d'aller faire des braquages ou ce genre de choses, et qu'il ne se passe rien pour eux, évidemment, ça les incite à recommencer. D'accord, très bien. Sur Clamart, sauf si vous avez d'autres questions, normalement, il n'y a plus rien à dire. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet pour le moment sur Clamart ?
Oui. Alors, on va revenir. On va parler maintenant plus d'intercommunalité et des liens notamment entre Clamart et le Plessis-Robinson. Alors, il me semble. Alors, c'est la même circonscription, en tout cas ça se partage sur les communales notamment, Clamart et le Plessis, et il y a eu toute une série d'affaires qui sont sorties ces derniers mois. Une affaire concernant Philippe Kaltenbach et l'attribution de logements sociaux, plus les bonnes feuilles d'un livre de rue 89, je crois, qui mettent ce coup-ci en cause Monsieur Pemzec. Alors on va commencer par la première. Voilà, Monsieur Pemzec a sorti, il me semble que c'était dans l'hiver, j'ai plus la date exacte, une vidéo montrant, donc je le rappelle, un ancien maire adjoint de Philippe Kaltenbach, monnayé, on le voit sur la vidéo, de l'argent, beaucoup d'argent en liquide, contre l'attribution d'un logement social. L'UMP, évidemment, de la région a crié évidemment au scandale. Ce qui s'y est vrai est un cas de corruption majeur et avéré. Et de l'autre côté, Monsieur Kaltenbach a pointé en quelque sorte les défauts de cette vidéo et a proclamé son innocence. À ce stade, Monsieur Berger, où en êtes-vous sur la plainte qui a, il me semble, été déposée, ou en tout cas sur où en est la procédure judiciaire, et quel est votre point de vue sur cette affaire? Alors écoutez, les choses sont un petit peu plus complexes que ça encore. C'est évidemment une affaire compliquée. Ce que je peux vous dire, c'est que l'affaire est en cours. Un juge d'instruction a été nommé. Donc il y a un secret d'instruction et je pense que chacun doit le respecter. Et je peux vous dire que de notre côté, il est bien respecté parce que nous avons très peu d'informations sur ce qui se passe. Et je trouve ça tout à fait normal. Moi, ce que je souhaite, c'est que la justice fasse son travail, le fasse jusqu'au bout et permette d'obtenir toute la vérité sur cette affaire qui est quand même relativement sordide, quelle que soit la finalité, parce que dans tous les cas, c'est quand même pas très glorieux, et je crois pas que ça donne une bonne image de notre commune. Ce que je peux vous dire, c'est que contrairement à ce qu'a affirmé M. Kaltenbach, M. Pemzec n'a jamais été en possession de ces vidéos. D'ailleurs, c'est lui qui a saisi le procureur à l'époque pour l'informer de l'existence de ces vidéos sans pouvoir en apporter plus d'éléments. Maintenant, la justice est en train de faire son travail. Et surtout, je pense que l'auteur de ces vidéos, qui est quand même un ancien maire adjoint PS, qui par la suite a été embauché à la mairie par M. Kaltenbach, a donné, lors de l'émission Complément d'enquête, sa version des faits. Et comme le disait le journaliste, les deux seules personnes qui, à coup sûr, connaissent la vérité, c'est d'une part M. Kaltenbach, d'autre part cet ancien adjoint PS. Donc quand je vois qu'on vient nous dire maintenant qu'on essaie de faire croire que l'UMP ou je ne sais qui serait à l'origine de tout ça, alors que ce sont deux personnalités du Parti socialiste qui s'accusent, se filment et voilà, et portent plainte les unes contre les autres, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2008 et même avant, je dénonce l'opacité du système des attributions et du système du logement social à Clamart. Nous avions obtenu qu'une de nos représentantes siège à la commission d'attribution. Voilà, mais donc on a bien constaté que lors de la commission d'attribution, les dossiers ils arrivaient déjà présélectionnés et que voilà, la commission n'avait plus qu'à choisir entre les trois dossiers qui étaient proposés. Donc quand on vous propose voilà, des dossiers qui sont déjà triés sur le volet, ça pose effectivement une question de transparence. Et au-delà de tout ça, bon, je pense que
Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre. Il y aura des choses vont forcément se passer et sans doute qu'un procès aura lieu le moment venu. Maintenant, nous passons donc à la deuxième affaire qui concerne la politique locale. Donc, c'est les bonnes feuilles d'un livre de Rue 89 qui sont sortis au mois de février dans le Nouvel Observateur exactement, et qui donc ne mettait pas en cause, vu qu'il n'y a aucun délit répréhensible, mais qui en tout cas montrait Monsieur Pemezec recevant des militants de Marine Le Pen qui faisaient campagne pour les 500 signatures de leur candidate, leur expliquant donc qu'il ne donnerait pas sa signature, mais que par contre lui-même à l'époque au RPR avait voté pour Jean-Marine Le Pen aux 2 tours en 2002 et qui également disait, alors là peut-être je ne suis pas spécialiste, mais là peut-être c'est condamnable, qui disait grosso modo qu'il s'arrangeait dans les commissions des logements sociaux pour qu'il y ait peu d'Arabes, en tout cas le minimum possible, sur sa commune du Plessis-Robinson. Alors donc il y a 2 faits différents. Sur le premier fait, Monsieur Berger, qui est donc le vote pour Jean-Marie Le Pen en 2002, qu'avez-vous à dire là-dessus ? Écoutez, moi je vais vous répondre très très simplement. Bon, d'abord, ça n'aura échappé à personne que cet épisode arrive quelques semaines avant les élections législatives où Philippe Pemezec est candidat, et que ça doit être le hasard, mais avant chaque élection à laquelle il est candidat, il y a quelques salves contre lui qui arrivent et qui viennent essayer de ternir son image. Je dois dire qu'en général, ça ne fonctionne pas, puisque aux dernières municipales, il a été réélu avec près de 70% des voix. Ce qui doit quand même permettre à chacun de s'interroger. Est-ce que 70% des Robinsonnais auraient envie de voter pour un maire qui serait aussi terrible que cela? Je ne crois pas. Moi, Philippe Pemezec, je le connais bien, j'ai travaillé longtemps à ses côtés. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas raciste, xénophobe ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment très surpris par toute cette campagne qui essaie, enfin bon, toute cette campagne. Il faut savoir que tout part du site Mediapart, qui relaie toujours des accusations fantaisistes et infondées contre les différents élus de la droite. Donc voilà, c'est devenu une tradition pour eux. Ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Donc voilà, c'est aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire. Et d'ailleurs, la journaliste qui avait infiltré le parti en question a été interviewée par Robert Ménard, qui lui a fait très justement remarquer que son travail était loin d'être du journalisme, parce qu'il y avait un parti pris et des méthodes qui n'étaient absolument pas objectives ou qui ne permettaient absolument pas d'avoir des analyses. Donc moi, la seule chose que je peux vous dire, je n'étais pas à ces entretiens, mais pendant de longues années, j'ai vu la façon dont tout se passait au Plessis-Robinson, et tout se passe de la façon la plus transparente possible. Et surtout, Philippe Pemezec, c'est un type bien. Donc alors, j'ai aucun doute là-dessus. Mais allez-y, je vous laisse continuer. Alors, j'ai 2 choses à vous faire remarquer. Premièrement, M. Pemezec donc a fait un communiqué pour réagir à ces propos. Il n'a en aucun cas démenti. Il a condamné les méthodes journalistiques et effectivement peu habituelles de la journaliste qui a fait le reportage au sein du Front National. Et deuxièmement, je vous repose ma question. Que pensez-vous du fait qu'un élu important déjà à l'époque du RPR se permet de ne pas voter pour son candidat Jacques Chirac et à y voter pour Jean-Marie Le Pen, l'extrême droite, dans une élection présidentielle? Je vais vous dire. Déjà,
sur la méthode, vous êtes accusé de quelque chose. Et vous vous retrouvez à être obligé de démentir quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc déjà, démentir, c'est déjà commencer à accorder du crédit à l'attaque qui est faite contre vous. Si je commence à dire, Lucas, c'est ça ? Oui. A volé une orange. C'est vrai. Allez-y, répondez. Donc vous allez dire, mais non, mais c'est pas vrai, c'est faux, j'y étais pas. Et donc on va commencer déjà à s'intéresser à où vous étiez au moment du vol supposé de l'orange. Et donc vous entretenez, vous rentrez dans le jeu de votre adversaire. Donc vous voulez dire que Mzech, Philippe Mzech mais je vais être très clair, a volontairement laissé proférer un mensonge. Non mais Philippe Mzech est parti du principe qu'il n'avait pas à répondre à des accusations grotesques contre lui. Philippe Mzech, ça a été le seul maire, le seul des Hauts-de-Seine, à soutenir Jacques Chirac dès 1995. Le seul. À l'époque où personne... On est en terre baladurienne. Non, mais il faut être très clair. Je veux dire, il a toujours soutenu Jacques Chirac, même à l'époque où personne ne le soutenait. Il a toujours donné son parrainage aux candidats du RPR, puis, enfin, Jacques Chirac, puis ensuite de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, et même la journaliste est obligée de le reconnaître, la chose la plus claire qu'il a pu lui dire, et même elle le reconnaît, c'est qu'il ne donnerait jamais son parrainage pour un autre candidat que Nicolas Sarkozy. Donc, je veux dire, vous voyez, c'est déjà, on est déjà en train d'essayer d'accorder du crédit à une thèse de quelqu'un que rien n'autorise à attaquer. On se retrouve obligé de se justifier. Et moi, je crois qu'il a bien fait. Vous savez, quelqu'un me racontait l'histoire de Belmondo sur les toutes premières caméras cachées qui ont existé pour la télé française. Et c'était un réalisateur qui était en face de lui, qui était donc le complice de la caméra cachée, et qui lui disait au petit déjeuner, écoute, voilà, je viens de parler du film, mais avant je voudrais te parler d'un problème. La presse va titrer en gros que tu es homosexuel. Alors lui dit, ouais, très bien, ok, qu'ils disent ça, ça m'est égal. Il dit oui, non, mais parle-moi du film. Non, mais tu comprends pas, ça va être un scandale, ta carrière va être... Il dit ouais, ok, très bien, mais qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je sais qu'il n'y a pas de problème, et puis même si c'était le cas, bon, quand bien même, voilà, ce serait pas dramatique. Bon, voilà. Donc, je crois que quand on est droit dans ses bottes, il n'y a aucune raison de rentrer dans le jeu de son adversaire. Quand on n'a rien à se reprocher, on est serein. On va s'arrêter là, tant pis, vous n'avez pas répondu exactement à ma question, mais c'est pas grave. Juste une dernière petite question. Une toute dernière, ensuite Philippe Mzech on lance la coupure. Juste après, il avait déjà été condamné à l'inéligibilité il y a quelques années. Alors non, ça c'est une affaire complètement... Non mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même pas un peu beaucoup d'affaires pour le même homme, même si ces affaires ne sont pas toutes avérées. Alors, je vais vous dire, ce qui compte, c'est le verdict des électeurs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'a pas été condamné à l'inéligibilité. Il y a une automaticité de l'inéligibilité qui est venue parce que son compte de campagne, alors qu'il avait été validé par la Commission nationale des comptes de campagne, a été changé par le juge constitutionnel pour une histoire de boutique de campagne sur un bout de trottoir. Voilà. Pour des sommes dérisoires. Donc il faut quand même, à un moment donné, relativiser les choses. Lui a été condamné à l'inéligibilité. À côté de ça, quand vous regardez, puisqu'on parlait d'intercommunalité tout à l'heure, le maire de Fontenay-aux-Roses, qui fait partie de notre intercommunalité, socialiste, doublement condamné, en première instance et en appel, pour harcèlement moral. 6 mois de prison avec sursis. Là, on parle de choses quand même autrement plus graves, et il n'est pas inéligible. Monsieur Kaltenbach, vous avez parlé vous-même de ce qui se passe dans ces vidéos, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a 2. Aujourd'hui, il est toujours élu. Mais lui risque une peine qui est quand même beaucoup, beaucoup plus lourde.
Et quand je vois qu'il y a un candidat socialiste à la présidentielle qui dit qu'il sera intransigeant vis-à-vis des élus concernés par des faits qui, s'ils sont avérés, sont des faits de corruption, je pense qu'on peut avoir quelques surprises à Clamart si un jour ce candidat, cette année ou dans 5 ans ou bientôt, arriver au pouvoir, ce que je ne souhaite pas. Très bien, on va s'arrêter là. On lance la coupure musicale et on vous retrouve juste après pour les questions de Florent. Voilà. Radio Clamart.